Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Voici les titres de l'actualité. L'hôpital Yalgado Ouedraogo, inondé pour la énième fois, les eaux de pluie d'hier nuit ont envahi le centre hospitalier, amenant le gouvernement à annoncer des mesures urgentes pour remédier à la situation. La France voyait trop belle, le Portugal trop fort. Finalement, le bras de fer a tourné en faveur des Portugais qui ont remporté la première compétition majeure de leur histoire, l'Euro 2016. La grande pluie qui est tombée hier nuit sur Ouagadougou a provoqué des inondations dans certains quartiers de la capitale. Ainsi, l'hôpital Yalgado Ouedraogo a été envahi par les eaux, surtout ses services d'urgence. Le Premier ministre et quelques membres du gouvernement se sont rendus sur les lieux pour prendre le pouls du désastre. Draman Guéni. Les patients et le personnel les pieds dans l'eau. Ces images publiées sur les réseaux sociaux hier dans la nuit montrent l'ampleur du sinistre. Une fois de plus, le service des urgences de l'hôpital Yalgado Ouedraogo est inondé. Le service de neurologie a été un peu touché également donc, par ces inondations, même de moindre ampleur que ce que nous constatons au niveau des urgences où toutes les salles ont été donc, traversées par l'eau. Nous sommes tous conscients que le problème vient de l'extérieur de l'hôpital que de l'intérieur de l'hôpital parce que les voies d'évacuation des eaux à l'extérieur de l'hôpital ne sont pas correctement, pour ne pas dire n'existent pas. Il est pratiquement minuit. Le Premier ministre et quelques membres du gouvernement sont là pour soutenir le personnel et les patients, mais aussi pour évaluer la situation. Il y a des mesures structurelles que nous devons prendre du gouvernement, c'est faire en sorte que le système d'évacuation des eaux, faire en sorte que l'hôpital ne soit plus inondé. Ça, c'est une mesure structurelle. Donc, je demande au ministre de me proposer rapidement, dès demain, il viendra me faire le point sur les mesures d'urgence qu'il faut prendre, mais également les mesures de fond qu'il faut prendre pour essayer de mettre fin à cette situation qui est inacceptable. Cette première inondation cette année au service des urgences de l'hôpital Yalgado Ouedraogo appelle des mesures immédiates car la saison des pluies ne fait que commencer. Les élus locaux sont en concertation, rencontre avec le ministre de l'administration territoriale pour exprimer leurs attentes et recevoir des informations liées aux attributions des exécutifs locaux maintenant que la plupart des conseils municipaux sont installés. Gérard Somé, Nyarkiteda, reportage. C'est le premier face-à-face entre le ministre d'État, Simon Compaoré, ministre en charge de la décentralisation, et les nouveaux élus locaux. À l'entame de leur mandat, l'exercice s'impose comme une nécessité impérieuse afin de les outiller sur les enjeux de la gestion des affaires locales. Des constats peuvent être faits. D'abord, de nombreux acquis qui ont été enregistrés dans la mise en œuvre du processus. Ensuite, il y a que la décentralisation économique n'a pas été suffisamment prise en compte dans le processus de décentralisation. Face à cette réalité, le gouvernement privilégie une vision prospective, une vision qui campe le paysage des collectivités dans le long terme, avec comme défi à relever la participation entière des populations à la mise en œuvre de la décentralisation. Pour y arriver, les échanges seront axés sur les attributions des exécutifs locaux à travers quelques points saillants. Parlerons également des relations entre l'État et les collectivités territoriales, du rôle du maire en tant qu'officier d'état civil et du président du conseil de collectivité en tant qu'officier de police judiciaire. Nous nous entretiendrons avec vous également du rôle du président du conseil des collectivités territoriales en tant que coordonnateur du budget. À la date d'aujourd'hui, 14 communes n'ont toujours pas désigné des maires et des pourparlers sont en cours pour y parvenir. Remise à Corsimoro, dans le centre-nord, de plus de 15 000 petits ruminants à plus de 3 000 ménages vulnérables, dont dans le cadre du projet de renforcement et de résilience à l'insécurité alimentaire. Le projet est soutenu par la Banque islamique de développement et devrait donner les moyens de production aux populations vivant dans la pauvreté. Césaire Carrefour, Abdul Rasmane Zongo.
Ce n'est pas un troupeau de petits animaux ayant miraculeusement survécu à la récente fête du Ramadan, détrompez-vous, mais plutôt des noyaux de reproducteurs de petits ruminants destinés à booster les moyens de subsistance et le capital productif de plus de 3300 familles pauvres. On peut accompagner des populations vulnérables avec des animaux pour l'élevage et faire en sorte que pour la résilience, on puisse trouver une solution appropriée qui permette à s'en sortir. Je suis heureuse et reconnaissante de cette dotation de ruminants que j'élèverai avec soin. Porté par la BID, Banque islamique de développement, le PRIA, projet de renforcement et de résilience à l'insécurité alimentaire, existe dans 7 pays du CIS et sa composante nationale, le Burkina Faso, d'un coût d'environ 600 millions de francs, concerne 22 communes du centre-nord, de l'Est et du Sahel. Ce matin, nous avons mis des animaux, 3 femelles et un reproducteur aux familles vulnérables pour qu'ils puissent accroître leurs revenus. Ce projet en tout cas vise à favoriser en tout cas la lutte contre la pauvreté. La valeur marchande nutritive des produits dérivés, lait, viande, peau, issus de ces ruminants, au total plus de 15 000, contribuera dans quelques années au moins à améliorer les conditions de vie précaires des bénéficiaires. Les acteurs administratifs du projet rue Pluviale bénéficient d'une formation sur les procédures de passation des marchés. Une formation jugée nécessaire après un constat de mauvaise gestion des fonds alloués au projet qui s'élève à plusieurs milliards de francs CFA. Pawadorogo Janzongo, Zalissa Sanfo. Plus de 7 milliards de francs CFA entre les mains des acteurs administratifs du projet rue Pluviale. Gérer ces fonds de façon efficiente et transparente n'est pas toujours évident. Ainsi donc, on observe ça et là, des manquements. C'est une formation qui vient suite à l'audit fait par l'inspection générale des finances au niveau du projet. Et il est ressorti en fait de cet audit-là que, bon, généralement de façon, au niveau de la gestion interne était bien faite, mais les procédures de passation de marché, les dépenses publiques n'étaient pas totalement maîtrisées par nos principaux partenaires. C'est autour du thème de la gestion des dépenses publiques et de la production des pièces justificatives que ces acteurs vont être formés pour ne plus commettre ces mêmes erreurs. Toutes choses qui devraient rassurer les partenaires techniques et financiers, surtout la Chine-Taïwan, principal bailleur de fonds et qui attend plus de résultats de ce projet. En guise d'encouragement, pour cette initiative qu'elle juge louable, elle a remis du matériel informatique aux différentes représentations du projet. Le management au service des responsables du ministère de l'Environnement. Les directeurs généraux, régionaux et centraux du département sont réunis à Koudougou dans le Boulkemdé. Une formation destinée à utiliser les pratiques de management pour améliorer les performances de leur direction s'y déroule. Nongba Kouda, Adama Koulibaly. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Cette assertion de Henry Ford trouve toute sa substance dans cette session de formation des directeurs généraux, centraux et régionaux du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Elle porte sur le management d'équipe et la gestion du changement. Au Burkina, il y a eu quand même un grand changement institutionnel et au ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Et tout changement, naturellement, implique des changements de comportement, d'attitude, de manière de faire. En un mot, cela nécessite aussi que les acteurs, notamment les principaux acteurs que sont les directeurs et chefs de service ici présents, soient mieux outillés. Cette formation comporte plusieurs modules avec pour finalité d'accroître la productivité, l'efficacité et le rendement des agents du ministère en charge de l'environnement. C'est comment mobiliser mes équipes pour l'atteinte des résultats. Dans ce cadre-là, c'est clair qu'il y aura des changements à mener. Donc la deuxième partie de la formation est consacrée à comment amener les gens vers les changements, qu'ils soient dans l'organisation, leur façon de travailler, pour atteindre les résultats. Pour cette année 2016, 33 sessions de formation seront organisées au profit de près de 1300 agents dans des domaines tels que l'environnement, la foresterie, la faune, le droit ou encore les ressources humaines.
Avant le sport, l'actualité sociale aux États-Unis, de nombreux manifestants dans les rues des villes américaines pour protester contre les violences policières. Manifestations réprimées par la police qui a procédé à plusieurs arrestations. Les rassemblements se poursuivent malgré la tuerie qui a concerné la police à Dallas. Les manifestations contre les violences policières se sont poursuivies ce dimanche dans plusieurs villes américaines, comme ici à Baton Rouge en Louisiane, où un Afro-Américain avait été abattu mardi à bout portant. La police est intervenue pour mettre fin à cette manifestation non déclarée. Entre 30 et 40 personnes ont été arrêtées. Les forces anti-émeutes ont dû pénétrer dans une propriété où s'étaient réfugiés des manifestants. Cette femme les a laissés rentrer. Nous avons compris qu'ils allaient être arrêtés, dit-elle. Ils étaient dans la rue, on leur a dit de venir dans notre jardin pour se mettre en sécurité. Comme je l'ai dit, j'ai des amis au sein de la police, ce sont de bons officiers de police, mais ces gens avaient besoin de se mettre à l'abri, donc je leur ai ouvert ma porte. Rassemblement également à Atlanta où certains brandissaient des pancartes du mouvement Black Lives Matter, littéralement « Les vies noires comptent ». Les manifestants ont défilé au cri de « Ne tirez pas, stop la violence ». Enfin, Chicago a connu sa 3e journée consécutive de manifestations contre les violences policières. Arrêtez de nous tuer, pouvait-on lire notamment sur les pancartes. Soit maintenant, la France qui pleure, le Portugal qui rit. La finale du championnat d'Europe a été remportée par l'équipe de Cristiano Ronaldo. Une victoire qui a tardé à se dessiner malgré les assauts répétés de l'équipe de France contre le camp portugais. Finalement, les prolongations ont eu raison des Griezmann et autres Giroud. En 2 temps, le capitaine Hugo Lloris sauve la patrie. La France n'a pas dit son dernier mot et Sissoko déclenche une frappe ronaldienne. Encore repoussé par un Rui Patricio en état de grâce. Entré à la place de Giroud, Gignac à la balle de match dans les arrêts de jeu. Pépé est effacé mais le poteau s'interpose avec cruauté. 0-0, prolongation. La possibilité d'un miracle portugais prend de l'épaisseur lorsqu'Eder force Lloris à un arrêt réflexe à la 104e. Deschamps prend alors la parole à la pause. Mais la tendance est portugaise. Rafael Guerreiro expédie un coup franc somptueux sur la barre avant qu'Eder ne surprenne tout le monde à la 109e. La frappe du Lillois est sublime et fait couler d'autres larmes sur le visage de Ronaldo. Un but décisif et douloureux. La France s'incline 1-0 face à un Portugal largement dominé durant les 90 premières minutes. Qu'importe, la Seleção arrache le premier titre majeur de son histoire. Après la désillusion lors de son Euro perdu en 2004 à domicile, le Portugal prend une impitoyable revanche. Le premier sacre du Portugal au plan international a été dignement fêté par les supporters de la Seleção. En France comme dans le pays, les supporters français n'avaient que leurs yeux pour pleurer devant un couronnement manqué. Cristiano Ronaldo, Nani, Fernando Santos et le grand gagnant à l'applaudimètre, le buteur Eder. Une dernière fois, les nouveaux champions d'Europe ont communié avec leurs supporters à Marcoussis, leur camp de base, pendant plus d'1 mois. Là où certaines images resteront gravées, comme celle de cette nuit d'ivresse. Un moment historique, inoubliable, partagé avec l'importante communauté d'origine portugaise vivant en France. On est tous vraiment super. On va faire la fête, c'est tout. Personne dort, tout le monde debout. C'est magnifique, on attendait que ça et vive le Portugal. Je suis le mec le plus coté au monde, vive le Portugal! J'ai jamais autant souffert de ma vie juste pour un match. Le Portugal, ils nous ont fait rêver toute la compétition. On a gagné, on est champion! Une délivrance ressentie jusqu'à Lisbonne, où on a souffert avec les joueurs jusque dans les ultimes secondes de la rencontre.
Le Soudan du Sud et ses nouveaux affrontements, le point de presse de l'Union d'action syndicale sont quelques sujets commentés par les journaux de ce lundi. La revue de presse est signée Tobom Evelyne Dabiré. Les quotidiens de ce jour rapportent le point de presse animé ce 8 juillet par l'unité d'action syndicale à Ouagadougou. Principale information de ce point de presse, la légitimation des Kolwego. Pour ce syndicat, tout citoyen a le droit de se défendre contre les malfaiteurs, rapporte Notre Temps. Puis, dans les colonnes du pays, l'unité d'action syndicale déclare « Nous condamnons les exactions et les brebis galeuses qui portent atteinte aux droits humains. Les Kolwego ne sont pas des parias », conclut le syndicat dans Notre Temps. En page internationale, le Soudan du Sud fait encore parler de lui. Les quotidiens de ce jour informent que ce 5e anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud a été sanglant. En effet, écrit Sidoya, les combats ont repris dimanche à Juba entre forces régulières et ex-rebelles, faisant 150 morts à la veille du 5e anniversaire de l'indépendance du dernier né des États de la planète, précise le quotidien d'État. 5 ans d'indépendance essentiellement marqués par une guerre civile de 2 ans et demi qui a du mal à connaître son épilogue, explique le pays. Ce quotidien constate alors que ces 5 ans d'indépendance ont été 5 ans de malheur. Avec cet anniversaire sanglant, c'est reparti une nouvelle fois pour une crise et jusqu'où, interroge l'observateur Palga qui conclut « Il y a de quoi craindre pour l'avenir malgré les pressions de la communauté internationale ». Fin du journal. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous.